En Afrique, un enfant naît avec la drépanocytose chaque minute et un patient en meurt toutes les 2 minutes. 11 millions de personnes en sont affectées sur le continent. Avec nous pour en parler, Emmanuelle Schott-Fona, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Drépaland. Vous êtes créatrice du podcast du même nom, Drépaland. Et vous êtes patiente expert. Alors très brièvement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que cette maladie ? La drépanocytose, c'est une maladie qui va atteindre en fait le globule rouge. C'est une maladie génétique qui se transmet par les parents. Et malheureusement, dans le globule rouge drépanocytaire, l'hémoglobine, en fait, elle va avoir cette capacité à former des filaments, ce qui fait que ça va changer la forme du globule rouge. Les conséquences vont être nombreuses. D'une part, ils vont vivre moins longtemps. La durée de vie d'un globule rouge chez un patient drépanocytaire est de 20 jours. Oui. Chez une personne normale, elle est de 120 jours. Oui. Et les conséquences pour le patient vont être terribles et sur l'ensemble de l'organisme. Et les symptômes Les symptômes, alors il faut savoir que la première cause d'AVC chez les enfants de moins de 5 ans et chez le jeune adulte, c'est dû à la drépanocytose. Mais il va également y avoir les douleurs qui sont d'une intensité plus forte que celle d'un accouchement. Et enfin, la nécrose des organes qui va conduire les patients à perdre leur mobilité physique et l'usage de leurs membres. Alors, vous connaissez bien cette maladie parce que vous-même, vous êtes drépanocytaire. Pourtant, vous vous en sortez bien. Alors, comment ça se fait qu'en 2025, on en meurt encore en Afrique ? C'est le scandale autour de cette maladie, Oui. c'est qu'on est vraiment dans un monde à deux vitesses. En Occident, on a accès à des traitements, à des thérapies, la prise en charge est soutenue par les États. En Afrique, malheureusement, la charge financière de cette maladie incombe en fait entièrement à la famille du patient. Et malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des patients qui vont avoir une perte de chance parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués très tôt et ils n'ont pas pu bénéficier de thérapies simples comme la transfusion sanguine qui en Occident est accessible pour tout le monde alors qu'en Afrique, ça l'est pas, ou d'autres thérapies orales qui en Occident le sont accessibles. En Afrique, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, vous venez de lancer une série spéciale Afrique de votre podcast Drépaland. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges avec les acteurs de terrain ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué, ça a été de voir des adolescents qui étaient déjà en fauteuil roulant. Ça, j'ai trouvé ça scandaleux. La claque aussi que je me suis prise, c'est de voir que finalement, les médecins vont nous dire qu'ils récupèrent des patients, mais des patients qui sont à des stades très avancés de la maladie. Et en termes de moyens sur place, et ça, il ne faut pas se comparer aux autres maladies, mais si on regarde par exemple ce qui a été fait pour le VIH en Afrique, il y a 3 fois plus de patients qui ont le VIH que de patients drépanocytaires. Et en termes d'aide au niveau mondial qui est levée pour le VIH en Afrique, on est à des dizaines de milliards de dollars. Alors que pour la drépanocytose, on a 3 fois moins de patients et on a seulement quelques centaines de milliers de dollars qui sont déversés à cette maladie. Donc pour montrer le fossé en fait qu'il y a en termes de prise en charge et la méconnaissance surtout qui tue autour de cette maladie. Alors justement, vous étiez présente à l'Assemblée nationale française, vous avez rencontré les députés français pour échanger sur une proposition de loi en préparation qui vise à mieux reconnaître et accompagner les patients atteints de drépanocytose en France. Mais pensez-vous qu'une telle initiative puisse voir le jour sur le continent, en Afrique, dans les pays africains ? C'est clairement souhaitable, ne serait-ce que si on démarre par la prise en charge. Si, en termes de comparaison, un patient français, un patient qui vit en France ou en Occident de manière générale, la prise en charge de sa maladie va être faite par l'État. En Afrique, c'est pas le cas. Et donc, si on peut avoir ce type d'initiative locale, ça changerait clairement la donne pour les milliers de patients qui n'atteignent pas l'âge adulte parce que justement, la maladie va avoir des complications fatales sur eux. En tant que patiente expert, si vous deviez adresser un message aux jeunes patients, souvent confrontés à l'incompréhension, à la douleur, à l'isolement, quel serait-il ? Alors, je leur dirais ce que mon médecin m'a dit. Il m'avait dit quand j'étais jeune, certes, la maladie, elle est dure, c'est douloureux, mais ça ne doit pas éteindre l'espoir, ça ne doit pas éteindre les ambitions qu'on a. Et à ces jeunes patients, la première des choses qu'il faut faire, c'est de bien connaître sa maladie parce que finalement, ils sont les premiers décisionnaires dans la décision de est-ce que je dois aller à l'hôpital, est-ce que je dois sortir ce soir, etc. Et tous ces éléments-là, ils sont capables de les prendre seulement s'ils ont une bonne connaissance de la maladie. Donc, le premier message, c'est vraiment se documenter sur la maladie,
aller vers toutes les ressources disponibles de manière à pouvoir construire de vrais partenariats avec les médecins et être un patient acteur dans cette maladie chronique qui est un marathon. Emmanuelle Schott-Fonin, merci. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de l'association Drépalande. Vous êtes aussi créatrice du podcast du même nom, Drépalande.